Nous allons maintenant étudier un théorème important, en fait, qu'on a décidé d'appeler un lemme. Nous allons étudier dans cette section-ci le lemme du pompiste régulier. Le lemme du pompiste régulier, c'est un outil mathématique très puissant qui va nous permettre de démontrer que certains langages ne sont pas réguliers. La tâche de l'informatique théorique, une des tâches principales en informatique théorique, c'est la classification des différents problèmes. Et nous, on se concentre sur des langages qui sont en fait des problèmes de décision. Est-ce que le mot appartient à un langage ou est-ce que le mot n'appartient pas à un langage? Et donc, ce qui nous intéresse, c'est de classer les langages. Donc, jusqu'à maintenant, nous avons vu deux classes de complexité. Les langages finis, une classe peu intéressante, et les langages réguliers. Et c'est important d'être capable de placer les langages dans la bonne classe. Et pour placer les langages dans la bonne classe, il faut parfois démontrer qu'un langage n'appartient pas à une certaine classe. Comme les langages réguliers sont très simples et que c'est un modèle dans lequel on étudie des langages simples, les langages réguliers sont faciles à caractériser et on pourra, à l'aide du lemme du pompiste régulier, démontrer que certains langages ne sont pas réguliers. Si on veut démontrer qu'un langage est régulier, en fait, dans le cours, on a vu qu'on pouvait construire un automate, ce qui nous donne une preuve constructive. On peut aussi utiliser les propriétés de fermeture, par exemple, montrer que le langage est régulier en montrant qu'il est l'union de deux langages réguliers. On peut aussi, évidemment, montrer qu'un langage est régulier en montrant qu'il est fini. Et si vous étudiez davantage l'informatique théorique, vous allez peut-être voir qu'on peut démontrer qu'un langage est régulier en donnant une grammaire régulière, en donnant une expression régulière, etc., etc., etc. Comment peut-on maintenant faire l'inverse, c'est-à-dire démontrer qu'un langage est trop complexe pour être régulier? Il n'est pas suffisant de seulement dire ce langage me paraît complexe, donc il n'est probablement pas régulier. On peut parfois avoir des surprises. L'outil qu'on va utiliser s'appelle le lemme du pompiste. Encore une fois, ici, c'est le théorème 2.54. Le lemme du pompiste est probablement une des expressions mathématiques les plus complexes que nous allons voir dans le cours. On finit éventuellement par s'habituer, mais il est clair que dans le lemme du pompiste, il y a une alternance de quantificateurs qui fait que on a parfois un peu de difficulté à manipuler cet outil-là. Le lemme du pompiste, c'est un lemme qui s'applique à tous les langages réguliers. Et donc, c'est un lemme, on pourrait penser, qui s'applique pour montrer qu'un langage est régulier, mais non. On va utiliser le lemme du pompiste pour montrer qu'un langage n'est pas régulier. Pourquoi? Parce que le lemme du pompiste s'applique toujours. Et donc, pour montrer qu'un langage n'est pas régulier, on va montrer que pour notre langage, le lemme du pompiste ne peut pas s'appliquer. Et donc, que notre langage ne peut pas être régulier. Alors, qu'est-ce que le lemme du pompiste dit? Si nous avons un langage, si on a un langage régulier L, nécessairement, il existe un entier P, qu'on va appeler la taille de pompage. Donc, il existe nécessairement un entier P, tel que tous les mots qui appartiennent au langage et qui ont plus que P caractères. Donc, tous les mots qui sont suffisamment longs peuvent être pompés, lemme du pompiste. Si le langage est régulier, il existe une taille à partir duquel tous les mots qui sont suffisamment longs peuvent être pompés. Qu'est-ce que ça signifie qu'un mot peut être pompé? En fait, ce que ça veut dire, c'est que le mot peut être décomposé en trois parties, X, Y et Z. Malheureusement, le lemme ne nous dit pas exactement comment le mot va être décomposé, mais nous donne certaines balises. Donc, le mot peut être divisé en X, Y, Z, tel que on peut ajouter autant d'Y qu'on veut et on va obtenir un mot qui appartient toujours au langage. Donc, vous avez X, Y, Z qui appartient à L parce que c'est le mot qu'on a choisi. Vous avez X, Y, Y, Z qui appartient à L parce qu'on a pompé une fois.
vous avez X, Y, 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 Z qui appartient à elle parce qu'on a pompé plusieurs fois. Et vous avez aussi X, Z qui appartient à elle lorsqu'on pompe 0 fois. Certaines personnes aiment dire dépomper. Bon, pour nous aider, le lemme nous donne des balises sur comment le mot va être divisé en X, Y, Z. Donc, le lemme dit tous les mots peuvent être pompés d'une façon assez spécifique. Premièrement, il faut que le Y soit non trivial, donc on pompe quelque chose. Donc, la taille d'Y est plus grande que 0. Deuxièmement, on veut que X et Y soient au début du mot. Donc, le lemme du pompiste se lit comme suit. Pour tout langage régulier, il existe une taille de pompage P, telle que tous les mots appartenant au langage qui ont plus de P symboles peuvent s'écrire sous la forme X, Y, Z, où Y est non trivial, où X, Y est au début du mot, et où, pour tout I, pour tout entier de notre choix I, X, Y répété I fois Z appartient aussi au langage. Donc, le lemme du pompiste nous dit que les langages réguliers peuvent tous être pompés. C'est un lemme qui a l'air un peu étrange, mais c'est un lemme qui, normalement, est suffisant pour démontrer qu'un langage n'est pas régulier. Comment peut-on démontrer le lemme du pompiste? En fait, la preuve du lemme du pompiste est plus facile que le lemme lui-même. La preuve du lemme du pompiste repose sur un phénomène simple, repose sur le principe du pigeonnier. Le principe du pigeonnier dit que si vous placez n plus une bille dans n urnes, il y aura au moins une urne avec plus d'une bille. L'idée ici, c'est que si votre langage est régulier, on doit avoir un automate. Si l'automate contient, par exemple, P zeta, P, je n'ai pas choisi P par hasard, P c'est la taille de pompage. Si votre automate contient P zeta et que vous lisez un mot qui contient plus que P caractères, nécessairement, vous allez passer 2 fois par le même caractère, par le même état. Donc, je vous le montre de façon un peu plus graphique. Ici, je vous le montre de façon un peu plus graphique. Donc, si dans notre automate, on a un point de départ et qu'on décide de lire un mot, W, eh bien, on va se déplacer dans l'automate, on va changer d'état éventuellement et on va arriver finalement à un état final acceptant puisque le mot appartient au langage. Quel genre de parcours on va faire? En fait, si on parcourt P plus 1 zeta, autrement dit, si le mot contient P plus 1 caractère, nécessairement, étant donné qu'il n'y a que P zeta différents, nécessairement, on doit passer 2 fois par le même état. En fait, on peut même, ça pourrait même être pire, on pourrait passer plusieurs fois par le même état où il peut y avoir différentes combinaisons. Mais il y a au moins un état qu'on va visiter 2 fois. On pourrait l'appeler R. Ce que ça veut dire, c'est que, en toute généralité, on va lire le début du mot, on va se rendre à R. On va lire le reste, une autre partie du mot Y, on va retourner à R. Et on va lire Z, qui est la fin du mot. Comme le lemme du pompiste dit que, comme on a P état, si le mot contient plus que P caractères, on va rencontrer R 2 fois au début du mot dans les P premiers caractères. Et donc, ce qu'on a, c'est qu'effectivement, R est non trivial. On a un chemin ici. On va lire au moins un caractère. X et Y sont au début du mot, dans les P premiers caractères, et X, Y, Z appartient au langage. Mais il est clair maintenant que si on accepte le mot X, Y, Z, on devra aussi accepter X, Z, sans passer par le Y, puisque ça nous mène au même état final. On va accepter X, Y, Z, on va accepter X, Y, 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 Z, et etc. Et donc, encore une fois, la preuve du lemme du pompiste est relativement plus facile que le lemme lui-même à cause de l'alternance de quantificateurs dans le lemme. Je vous invite, lorsque vous allez réfléchir au lemme du pompiste et à sa preuve, de combiner la preuve et l'énoncé.
c'est un rare cas où bon, peut-être pas rare, mais c'est un cas intéressant parce que dans le contexte du lemme du pompiste hors contexte, la preuve nous aide à comprendre réellement qu'est-ce que l'énoncé veut dire. Voici maintenant la première section du chapitre 3. Le chapitre 3 parle évidemment des langages hors contexte. En fait, nous allons étudier une deuxième classe de langage importante après les langages réguliers, une classe de langage un peu plus riche, une classe de langage qui s'appelle les langages hors contexte. Pour étudier les langages hors contexte, on doit évidemment étudier les grammaires hors contexte, même s'il existe d'autres modèles pour modéliser les langages hors contexte. Alors, allons-y avec une définition de ce que c'est une grammaire hors contexte. Premièrement, il existe plusieurs types de grammaires et celle que je vous présente en ce moment, c'est typiquement la grammaire hors contexte, mais on peut imaginer vraiment différentes sortes de grammaires. Et l'idée d'une grammaire, ça sera toujours d'avoir des règles qui vont permettre de remplacer des morceaux d'un mot ou d'une phrase par d'autres valeurs. Par exemple, remplacer le concept sujet par le sujet au complet ou le concept complément par un bout de phrase qui représente un complément. Donc, ce qu'on aura en termes de grammaire hors contexte, la définition va vous apparaître aride, mais on va évidemment voir des exemples. Donc, ce qu'on a en termes de grammaire hors contexte, c'est premièrement un ensemble de variables. Les variables, ça va être un ensemble de symboles qu'on appelle les variables. De façon générale, je vais utiliser des lettres majuscules. Évidemment, on veut représenter des langages, donc on va avoir un alphabet de travail sur lequel le langage va être représenté. L'alphabet de travail, ce qu'on veut, c'est qu'il ne soit pas... l'alphabet de travail ou les terminaux, on veut qu'il ne soit pas aussi des éléments dans nos variables. Donc, on ne veut pas mélanger les deux alphabets. De façon générale, je vais utiliser des symboles clairs pour représenter les variables et les symboles de mon alphabet. On a aussi des règles de réécriture. Les règles ont toujours la forme suivante. On a à gauche une variable et on a à droite un mot. Et le mot, on remplace la variable par un mot. Le mot qu'on va choisir peut contenir d'autres variables ou des terminaux. Et finalement, pour pouvoir produire un mot, on a un point de départ qui est la variable initiale. Un exemple typique de grammaire hors contexte, les grammaires hors contexte sont énormément utilisées en compilation. On peut facilement décrire la syntaxe d'un langage de programmation en utilisant une grammaire hors contexte. Malheureusement, ça nous amène à une confusion. Nous, on utilise le mot langage pour définir un ensemble de chaînes de caractères et non pas pour définir un langage de programmation. Dans le cours, on va toujours utiliser le concept langage pour vouloir dire un sous-ensemble de mots qui ont une certaine caractéristique et donc qui appartiennent à un certain langage. Et ici, nos mots, ça va être des programmes qui ont une syntaxe correcte dans le langage de programmation. Et la grammaire qui permet de générer tous les programmes corrects pourra avoir la forme, par exemple, une variable qui s'appelle programme, qui peut produire la chaîne de caractères PROGRAM et un identifieur, suivi d'une déclaration et d'un corps. Et on a récursivement, chacune des variables est définie, si on veut, par une série de règles qui dit comment on peut remplacer cette variable-là par une valeur qui est légitime. Dans le cas d'une grammaire hors contexte pour un langage de programmation le moindrement un peu complexe, on aura une bonne liste de règles. La grammaire sera, elle aussi, un peu complexe. La grammaire est rarement utilisée par les usagers pour comprendre un langage de programmation, mais elle est essentielle pour bien définir la syntaxe. Et en plus,
en plus d'être essentielle pour bien définir la syntaxe, la grammaire va aussi être utilisée lors de la programmation du compilateur. Voyons un exemple très simple. On va avoir un alphabet qui est ABC. Donc, imaginons que notre alphabet, comme c'est ABC, on peut faire des mots qui sont relativement simples sur alphabet ABC. On aura seulement deux variables, le S, qui est la variable de départ, qui est la variable obligée, et le X, une variable supplémentaire. Et là, on définit nos règles de réécriture. Ici, j'ai placé un certain nombre de règles avec des abréviations. Lorsque je mets une barre verticale, c'est que je veux dire qu'on a une combinaison ici de 3 règles. Donc, S peut devenir SS, mais S peut aussi devenir X, et S peut devenir le caractère, le terminal C. On a aussi comme règle que X peut devenir AXB, mais on peut aussi transformer X en C. Donc, une même grammaire peut, de façon générale, permettre de générer une infinité de mots. Et on doit, lorsqu'on utilise une grammaire pour générer un mot, on prend des décisions. À chaque fois qu'on a un certain nombre de règles qui s'appliquent, on peut choisir la règle que l'on veut pour produire à chaque fois des mots qui sont potentiellement différents. Voici un exemple de dérivation. Le mot CACB, qui est un mot de 4 lettres, qui est formé évidemment seulement de terminaux. C'est seulement l'alphabet qui est utilisé pour définir les mots d'une grammaire. Ce mot-là peut être dérivé. On va utiliser le terme dérivé à partir de notre variable initiale dans la grammaire. Pour dériver un mot, en fait, il peut exister plusieurs façons distinctes de dériver le même mot. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir quels sont les mots qui peuvent ou qui ne peuvent pas être dérivés par une certaine grammaire. Donc, S devient SS est une règle que l'on peut appliquer. En deuxième lieu, S devient le terminal C, c'est une règle que l'on peut appliquer. En troisième lieu, S devient X. Et finalement, une règle plus intéressante, X devient AXB. Et finalement, X devient C. On a produit le mot CACB à partir de la grammaire que je vous ai présentée à la page précédente et qui est répétée ici. Une autre façon de présenter la même dérivation est d'utiliser un arbre de dérivation. L'arbre de dérivation présente exactement la même information et il faut lire les feuilles de gauche à droite pour savoir le mot qui a été produit. Les notes sont, de façon générale, plus formelles que les explications que je donne. Je vous invite à les relire. Dans mes explications, j'essaie de donner les concepts qui sont fondamentaux, qui sont importants pour avoir l'intuition, et je vous invite, évidemment, à relire les notes de façon à tête reposée et lentement. Ici, on doit définir quelques concepts importants, et pour être absolument certain que le tout est fait de façon formelle, je vous donne le document avec les explications appropriées. Et donc, on dira que si on a une grammaire hors contexte et qu'on a des mots, U, V et W, qui sont des mots qui peuvent contenir des variables ou des symboles terminaux, on dira que le mot U, A, V, où U est un mot, V est un mot, mais A est un terminal, produit ou engendre le mot UWV, noté de la façon suivante ici. Si A peut produire W est une règle de dérivation. Donc, on dira que UAV produit UWV. On ajoutera un petit N en haut si on veut dire qu'on a produit V à partir de U en N étapes et on mettra une étoile si on veut dire qu'on a produit le mot dans un certain nombre d'étapes. C'est une façon formelle de noter qu'à partir de U, on peut dériver V en utilisant les règles de la grammaire. Maintenant qu'on a les définitions un peu plus précises, on peut définir exactement ce qu'on entend par un langage hors contexte. Un langage hors contexte, bon,
Avant de définir un langage hors contexte, premièrement, on va définir le langage qui est engendré par une grammaire hors contexte. Si j'ai une grammaire G, qui est bien définie, et que c'est une grammaire hors contexte, encore une fois, bien définie, on aura que le langage engendré par G, c'est l'ensemble des mots qui peuvent être produits à partir de la variable initiale. On dira que c'est le langage engendré par G. Rien de surprenant ici. La prochaine définition ne vous surprendra pas non plus. Lorsqu'on veut définir un langage hors contexte, on dira tout simplement que l'ensemble des langages hors contexte, ce sont les langages qui peuvent être engendrés par une grammaire hors contexte. On peut voir ici un autre exemple de grammaire hors contexte. On va voir deux exemples intéressants de grammaire hors contexte. Le premier que nous allons voir, c'est un langage particulier. Vous avez vu dans le chapitre précédent que le langage ANBN n'est pas un langage régulier. Alors, je vous présente maintenant une grammaire hors contexte qui engendre le langage ANBN. La grammaire, elle est très simple. Elle possède seulement une variable. On est sur un alphabet de 2 symboles. Et on a finalement 2 règles. S peut produire ASB ou S peut produire, vous vous rappelez qu'epsilon signifie le mot vide, ce qui veut dire en toute fin pratique que S va être effacé. Lorsqu'on remplace S par le mot vide, on efface S. Et le langage qui peut être engendré par cette grammaire-là, c'est le mot vide, AB, AABB, AAABBB, etc. En fait, c'est le langage ANBN. La façon la plus simple de le voir, c'est de regarder un arbre de dérivation. S peut être remplacé par epsilon, on produit epsilon. S peut être remplacé par ASB. Si de nouveau on transforme S en epsilon, on aura produit AB. Sinon, si on transforme S encore une fois en ASB, on pourra produire AABB en remplaçant S par epsilon. Ou bien, on pourra produire AAASBBB en remplaçant S par ASB, etc., etc., etc. Donc, on a ici un exemple intéressant. ANBN, qui n'est pas un langage régulier, est en fait un langage hors contexte. Voyons maintenant un dernier exemple, un exemple plus concret. Je vous ai dit que les grammaires hors contexte sont utilisées pour définir des langages de programmation. Alors, nous, comme exemple, ici, nous allons étudier un sous-ensemble d'un langage de programmation, un sous-ensemble relativement simple. En fait, lorsque l'on définit un langage de programmation, on doit définir des opérations arithmétiques. Les opérations arithmétiques, ce sont des opérations du genre, comme on voit dans l'exemple en bas de l'écran ici, par exemple, 123 plus 245 fois 19 avec un parenthésage qui est adéquat. Vous n'arriverez pas à définir ce genre de choses-là avec un langage régulier. Les opérations arithmétiques, c'est trop complexe pour être défini par un langage régulier. Déjà, ANBN, c'est un parenthésage très simple, parenthèse de gauche étant le A, parenthèse de droite étant le B. ANBN, c'est un parenthésage trivial. Les parenthésages sont trop complexes pour être des langages réguliers. Par contre, ici, on peut facilement définir une grammaire qui va nous permettre d'engendrer les expressions arithmétiques. On choisit d'avoir 3 variables, une variable de départ S, M et N. On a évidemment un alphabet qui contient 14 symboles, les 10 chiffres et le plus, le fois, ainsi que les 2 parenthèses. Ici, les parenthèses appartiennent à notre alphabet. Et on aura une définition récursive de ce que c'est une expression bien parenthésée. Premièrement, une expression bien parenthésée, S, c'est quoi? Ben, c'est soit N, N va nous servir à produire des nombres, ou bien c'est une somme d'expressions bien parenthésées, ou bien c'est un produit d'expressions bien parenthésées avec les parenthèses de chaque côté. Maintenant, voyons comment on peut définir N. Ben, N, c'est quoi? C'est ou bien 0, ou bien 1 suivi du reste d'un nombre,
ou bien 2 suivi du reste d'un nombre, et m peut produire n'importe quelle séquence de décimales. La raison pour laquelle on a séparé n et m, c'est que, pour des raisons esthétiques, j'ai décidé de produire une grammaire qui ne peut pas générer des nombres entiers qui commencent par 0, même si ça aurait pu être acceptable. On voit facilement que n peut produire le nombre 23, mais n ne pourra pas produire le nombre 0,23. On voit aussi que S peut produire l'expression suivante avec un certain nombre de dérivations. S peut être dérivé comme une somme. Le deuxième S peut être dérivé comme un produit. Chacun des S peut être transformé en nombre. Chacun de ces nombres-là peut être produit par un certain nombre d'étapes et on obtient effectivement les règles suivantes.